Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Laspard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à Cathy Guillemet, éleveuse de bovins en Vendée. Je l'ai rencontrée au salon Tech Élevage, organisé par mes amis vendéens. Salon d'ailleurs que je ne peux que vous recommander. Installée en GAEC familial avec son mari et son beau-père, Cathy élève des vaches de race partenaise, une race locale à laquelle elle est profondément attachée. Fille d'éleveur, elle a grandi dans les fermes et n'a jamais envisagé un autre métier. Avec elle, nous parlons de passion pour l'élevage, de transmission, de bien-être animal, mais aussi des maladies sanitaires qui sévissent actuellement, de pression réglementaire et des réalités économiques de la filière bovine. Un échange franc et sans détour qui donne à voir la complexité, l'exigence, mais aussi l'engagement que demande aujourd'hui le métier d'éleveur. Allez, je vous laisse en compagnie de Cathy. Bonne écoute. Bonjour, Bonjour Cathy. enchantée. Oui, mais enchantée également, effectivement, parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. On s'est rencontrés il y a un quart d'heure. À peu près, ouais. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement? Donc, Cathy Guillemet, je suis de Foussé-Perret dans le sud Vendée. Je suis éleveuse et aujourd'hui, on est à Tech Élevage, c'est le salon de l'élevage vendéen. Exactement, où j'ai l'habitude de venir maintenant chaque année, où je me régale, je conseille à tout le monde de venir. Alors ça a été quoi le déclic pour toi de devenir éleveuse? Depuis toute petite, je suis fille d'éleveur et j'ai toujours eu envie de continuer là-dedans. J'ai une passion pour les vaches, plus particulièrement pour la partenaise. Et puis, j'ai rencontré un mari agriculteur aussi et on a la même passion. On s'est rencontrés à l'école et ça fait 25 ans que ça dure. Du coup, vous êtes installée sur quelle exploitation? On est installé chez mon mari en Vendée parce que moi, je suis originaire de la Gâtine, en Deux-Sèvres. Donc, tu t'es fait aspirer par les Vendéens, parce que c'est un peu une mafia les Vendéens, j'ai remarqué. Complètement. Les Vendéens, c'est une terre d'accueil et une terre qu'on apprécie énormément. Et quand on tombe dedans, on y reste. Et alors, tu peux nous décrire un peu ton exploitation? Donc nous, on est un GAEC à 3 associés, familial, avec mon mari et puis mon beau-père. Et on a 2 salariés sur l'exploitation. Sur la ferme, donc on fait 200 naissances en partenaise. Ça représente en moyenne 750 animaux sur l'exploitation. Et on a 343 hectares, dont 200 hectares de prairies. Et après, vous cultivez l'alimentation pour les animaux? Oui, donc on fait du maïs, grain et ensilage qu'on utilise aussi sur la structure, du blé et puis de la luzerne principalement et du tournesol. Et vous avez des salariés, tu nous as dit? Donc on a 2 salariés sur l'exploitation. Donc 5 pour 700 vaches, en gros. C'est ça, vous ne devez pas vous ennuyer. On en reparlera. Mais avant, pourquoi vous avez choisi la partenaise? Pourquoi cette race? Alors, déjà ancestralement sur les exploitations, l'exploitation de mon mari, il y avait de la partenaise à 50% et de la blonde d'Aquitaine. Et on a cet amour de la race qui est quand même une race locale, qui est originaire des Deux-Sèvres. Donc on est, on va dire, encore dans le berceau de la race. Et puis, c'est une race qui a une finesse de viande et une musculature qui nous plaît énormément. Et il faut dire qu'elle est belle, elle a les yeux maquillés, noirs, avec son petit marron, ça passe bien, quoi. C'est quoi l'histoire de cette race? Je crois qu'elle a failli disparaître, non, à un moment? Alors, historiquement, c'était une race laitière qui, au fil des années, est passée sur la viande. Mais oui, elle a failli disparaître. Il y a eu quelques marginaux, on va dire, qui ont voulu sauvegarder cette race et qui ont bien fait. Et le fait d'avoir travaillé génétiquement fait qu'aujourd'hui, c'est une race d'excellence au niveau de la viande, quoi. Très bien. Et alors, pour en revenir à ton exploitation, comment vous êtes organisé? Comment vous vous répartissez les tâches? Alors, moi, je suis plus sur la partie administrative et gestion du troupeau au niveau reproduction. Voilà. Et puis après, mon mari a plus la partie alimentation du troupeau. Et puis, suivi, on est tous dessus. Et puis après, mon beau-père est plus sur la partie culture et entretien du matériel. Et mon mari est un petit peu partout, lui. Et vos salariés, ils ont des spécificités? Il y a un salarié qui est plus sur un deuxième site où il s'occupe principalement des vaches reproductrices sur ce site-là. Et puis après, l'autre salarié est plus sur l'exploitation, sur le siège principal où il fait le travail d'astreinte habituel. Et tu vois, vous avez 700 vaches, c'est quand même une certaine taille. Aujourd'hui, ça n'a pas le vent en poupe parce que la société, elle aimerait bien des petits éleveurs avec leur Alors, on n'a pas vaches. 700 vaches, on a 700 animaux. 700 C'est animaux. pareil. Explique-nous. Parce qu'en fait, il y a les vaches. Donc là, on est sur, on va dire, en moyenne, nous 244 vaches. Mais après, il y a toutes les suites. Il y a ce qu'on appelle donc les veaux, les génisses.
il y a les taureaux, les taurillons. Donc forcément, ça représente du nombre, mais ça a des âges différents. Parce qu'en fait, pour élever une vache, pour qu'elle puisse reproduire, il faut qu'elle ait... Nous, on fait des vélages à 3 ans. Donc déjà, il faut toutes les suites jusqu'à 3 ans. Donc ça demande énormément de capitaux, on va dire ça comme ça, sur pied. Ouais. D'ailleurs, les éleveurs, quand ils disent qu'ils ont 100 vaches ou 80, effectivement, ils ne parlent que des vaches et pas de tout ce à côté que tu as parlé. Donc c'est bien que tu aies remis l'église au centre du village, comme on dit. Mais ça amène quand même ma question de... aujourd'hui, la société, elle a envie de voir des toutes petites exploitations parce qu'elles ont le sentiment que du coup, ça respecte mieux l'environnement. Toi, est-ce que tu as le sentiment, quand tu produis comme ça, qu'il y a quand même le respect des sols, de la terre? Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Comment tu perçois ces choses-là? Oui, on est complètement dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, certes, il y a de la surface, mais on est aussi nombreux à travailler. Donc il faut aussi fournir les 2 salaires pour les salariés, plus nos salaires à nous, parce qu'il ne faut pas oublier de vivre de notre métier. Et puis derrière, en fait, sur 343 hectares, ça nous fait 120 hectares de culture. Ce n'est pas non plus quelque chose de fou, avec le nombre d'animaux qu'il y a en conséquence, certes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus malheureux, au contraire. On est toujours là pour prendre soin d'eux. On a un métier, c'est 24 heures sur 24, hein, de toute façon. Il n'y a pas de fériés et puis de vacances, quoi. Et les vélages, vous avez une période spécifique où vous les faites? Comment vous vous organisez là-dessus? Ouais, nous, on fait véler, en fait, on va dire, du 1er août, normalement jusqu'au 15 novembre. Cette année, on a été embêtés un petit peu avec la FCO. Donc, du coup, nos vaches se sont un petit peu décalées. Donc là, on va terminer fin décembre les vélages, quoi. Il nous en reste 17 à véler, là. Donc, on arrive au bout. C'est la période la plus chargée pour vous? Oui. C'est parce que c'est intensif pour nous, parce que les vélages, c'est jour et nuit. Donc, il faut être disponible 24 heures sur 24 pour les animaux. Et donc, des nuits découpées, on en connaît depuis quelques mois, là, du coup. Oui, tu as 2 enfants, mais toi, tu n'avais pas besoin de ça, c'est bon. Tu en as tous les ans des enfants qui te réveillent la nuit. C'est pour ça qu'on ne fait pas le 3e. T'en as déjà 250. C'est bon. Vous êtes équipés en caméra et tout ça pour quand même pas vous lever jusqu'au hangar. Ouais, on a 2 caméras, en fait, une sur chaque site où on fait des vélages. Et puis ensuite, on est équipé de Moocall. C'est des appareils qu'on met sur la queue des vaches et qui nous appellent quand il y a un vélage. Donc franchement, généralement, ça marche plutôt bien. Ouais, je crois que c'est quand la queue elle reste levée assez longtemps. Alors c'est les mouvements, les battements de la queue qui font que ça se déclenche ou pas, quoi. Incroyable. Ouais. Et ça, la technologie, elle s'est vraiment aussi induite dans les fermes. Elle est de plus en plus utilisée. Là, on le voit, il y a d'autres innovations que vous utilisez aujourd'hui au quotidien? Alors nous, on utilise beaucoup un logiciel qui s'appelle Pilote Élevage, qui nous permet de suivre le troupeau au quotidien, de savoir dans quelle parcelle, par exemple, elles sont ou dans quelle case au niveau des bâtiments. Et puis, ça nous permet de suivre sa reproduction, son sanitaire. On a toutes les infos sur ce logiciel-là. Et on a la même chose aussi, le même système pour les cultures. C'est-à-dire que tout est noté sur ce logiciel et comme ça, et on fait tout avec nos portables. Aujourd'hui, malheureusement, notre portable, il est aussi greffé dans notre main. On est un petit peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça nous fait gagner beaucoup de temps quand même. Oui, parce que vous avez des normes administratives qui vous demandent de tout suivre vraiment à la perfection. On n'a jamais le droit à l'erreur. C'est bien le problème de ce métier, en fait. C'est que nous, on n'a pas le droit de se tromper. Malheureusement, on en fait aussi des erreurs, hein, comme tout le monde. On n'est que des humains. Mais agriculteur, c'est être éleveur, mais c'est être vétérinaire. C'est être RH pour la gestion du personnel. C'est être secrétaire. Voilà, c'est une multitude de métiers, mécano. Donc, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que on n'arrive pas à être partout non plus. Et on nous demande d'être partout et on nous en demande de plus en plus tous les jours. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'on n'a que 2 bras et 2 jambes et on ne pourra pas faire tout le temps, quoi. Combien tu t'estimes de temps que ça vous prend toute la partie démarche administrative? Alors aujourd'hui, moi je fais un 35 heures papier. Ça veut dire que tu passes 35 heures? Je passe à peu près 35 heures de ma semaine à faire de la gestion administrative, c'est-à-dire que il y a tout ce qui est suivi du troupeau, mais il y a aussi tout ce qui est suivi administratif, les mails, etc., les factures, la compta,
cahier d'épandage aussi. Voilà, tout ce qui est administratif aussi de ce côté-là, au point de vue culture comme au point de vue animal. On vend tout en circuit relativement court. Et donc, du coup, je fais toutes mes factures. Et donc, du coup, ça demande aussi beaucoup de temps, tout ça. Ouais, toute la gestion commerciale. Parce que tant qu'on en parle, là, vous vendez un peu en circuit court à la ferme et en vente auprès des boucheries. C'est ça que tu me disais. Voilà, on vend tout en circuit relativement court. Alors, ça s'appelle pas du circuit court, mais moi, je dis que si. Parce que, on travaille en direct soit avec des abatteurs ou des magasins et on fait de la vente à la ferme une fois par mois, quoi. Pour en revenir à, tu le disais, les agriculteurs, maintenant, vous devez avoir plein de casquettes. Le métier, c'est vachement complexifié. Moi, je dis souvent que maintenant, vous êtes des entrepreneurs à part entière, sauf que ça fait quand même le grand écart, effectivement, entre s'occuper de l'élevage et des cultures et avoir la casquette de chef d'entreprise. C'est quand même deux quotidiens diamétralement opposés. C'est comme ça que tu te sens, toi, agricultrice et entrepreneuse ? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, on nous demande tellement de choses et de répondre à tellement de normes, de contraintes, que oui, on se sent entrepreneur et même malheureusement parfois plus qu'éleveur. Et c'est là où c'est dommage. Moi, cet été, j'ai eu 3 contrôles administratifs. Il y a des moments où on a envie de dire, mais stop, arrêtez de nous harceler, quoi. Parce qu'on ne peut pas être partout et c'est hyper compliqué de tout gérer tout le temps, quoi. C'est des contrôles administratifs sur quoi et par qui ? Là, on a eu un contrôle ASP, donc identification des animaux. Donc, bien sûr, en plein été, quand tous les animaux sont dans les prés, donc c'est beaucoup plus sympathique pour aller chercher les boucles. Aller vérifier si elles ont l'heure de boucle. Après, on a eu un contrôle des structures avec la DDTM et puis on a eu un contrôle irrigation avec la police de l'eau. Ouais, donc ça multiplie et surtout que moi que j'ai mon entreprise, je suis jamais contrôlée 3 fois en 2 mois pour ce que je fais. Alors après, mon travail est moins visible que vous. En fait, vous, tout le monde voit ce que vous faites à ciel ouvert, quoi, au final. Je pense aujourd'hui, un agriculteur, il fait vivre une dizaine de personnes autour de lui. Et le problème, c'est qu'on fait vivre aussi ceux qui nous contrôlent tout le temps. Et donc, il y a un moment donné où tu as envie de dire stop. Mais je comprends qu'il faut contrôler, c'est pas le problème. Je suis pas contre ça parce que faut faire attention à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Ça, je l'entends. Et on ne fait pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on est tous formés pour, quoi. On a tous suivi des formations, on n'a pas envie de faire n'importe quoi et on n'y gagnerait pas dans ce jeu-là. Mais il y a un moment où cette lourdeur administrative, elle pèse énormément sur nos épaules, mais il y a aussi le travail du quotidien à faire en plus, en fait. Et c'est là où nous, on n'a pas de RH à la ferme, on n'a pas la personne qui va nous ouvrir le courrier tous les jours. C'est à nous de le faire en plus, quoi. Mais ça, est-ce que c'est pas... Tu vois, je me demandais si, comme toute évolution, par exemple, il y a plein de choses où je passe par des prestataires. J'ai un coach financier qui m'aide à suivre ma trésor. J'ai un coach commercial qui m'aide à faire mes ventes. Que peut-être que plus tard, les agriculteurs vont plus s'entourer et déléguer toutes ces choses-là qui vous prennent du temps et qui vous empêchent de vous concentrer sur votre valeur ajoutée, au final, qui est l'élevage, gérer le troupeau, les cultures. Alors, ouais, je pense que ça viendra parce qu'il y a des structures qui grossissent de plus en plus. Mais c'est dommage, on a aussi cette envie, c'est malheureux, mais on a cette envie de tout contrôler aussi. C'est-à-dire que... c'est votre bébé. Oui, voilà, c'est notre bébé et on n'a pas envie d'avoir des éléments qui peuvent nous induire, peut-être en erreur aussi, on ne sait pas. C'est sûr, il faut être bien accompagné par contre. Mais voilà, c'est là où c'est pas toujours facile. Et il faut faire confiance et ça, c'est pas toujours facile à faire. Je l'admets, moi, je sais que... Je mets du temps à faire confiance. On sait s'entourer aussi aujourd'hui parce que moi, je sais qu'en compta, aujourd'hui, je fais plus mes enregistrements. Hein. Je le faisais quand je me suis installée. Aujourd'hui, je le fais plus. Et je suis passée en tout numérique. C'est-à-dire que mes factures et tout vient par Internet et puis on envoie sur un coffre-fort. Faut dire que ça nous fait gagner du temps quand même. C'est un petit peu dur à se mettre en place. Mais une fois qu'on y est, c'est pas mal. Et je pense que les évolutions font qu'on va arriver, je pense, à déléguer certaines choses, à assouplir aussi. Et il y a des lois qui sont en train de se mettre en place justement pour essayer d'assouplir ces contraintes administratives qu'on a tous les jours, quoi. Ouais. Justement, il y a la loi d'orientation agricole qui a été votée, qui avait pour objectif de simplifier votre quotidien, entre autres, hein, parce qu'elle est très large, cette loi. Tu as déjà vu un impact ou pour l'instant, tu attends toujours? Franchement, avec l'été que je viens de passer, pas du tout. J'avoue, c'était dans le thème. Et il y a d'autres... la filière bovine, elle est au centre de plein d'actualités. La première, c'est le Mercosur. Ouais. Où Macron est parti en Amérique latine. Donc pour rappel, le Mercosur, c'est en négociation depuis plus de 20 ans avec les pays d'Amérique latine pour faire des échanges commerciaux agricoles, entre autres, mais pas que, avec eux. Et donc la France était fermement opposée au Mercosur parce que ça allait
Vraiment, y a la filière volaille, la filière bovine, le miel, le sucre qui allaient en pâtir, quand le lait, le vin, par exemple, s'en sortaient de manière plus favorable. Et donc, on était vent debout contre tout ça, mais Macron est parti en Amérique latine, et puis Emmanuel Macron, notre président. Et puis, il a expliqué que finalement, il trouvait que ce Mercosur-là, il était plutôt acceptable et que dans les négociations, ça y est, on était arrivé à ce que la France voulait. C'est des choses que tu appréhendes, toi, ces arrivées massives de viande bovine latine? Oui, complètement, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes pieds d'égalité. Nous, en France, aujourd'hui, on a quand même une viande qui est très, très verte. Faut dire ce qui est. Là-bas, nous, ça fait, je sais pas, peut-être 40 ans, 50 ans, je sais même pas combien de temps, que les hormones sont interdites pour nos animaux. Là-bas, ils le font encore. Les hormones de croissance. Ouais, c'est ça. Et du coup, et j'en passe, il y a plein de choses où les normes, on est complètement sur des choses opposées. Quand nous, on parle de nos 700 bêtes en tout, eux, là-bas, c'est 7000. Donc, on n'est pas du tout sur la même grandeur d'échelle d'animaux et sur forcément le même travail derrière. Et c'est là où ça nous fait peur, c'est que si demain, cette viande-là rentre chez nous, les gens ils vont en acheter parce que ça sera moins cher, mais on n'aura pas du tout la même qualité. Alors, il y aura toujours des gens qui chercheront la qualité, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui regardent leur portefeuille, et le portefeuille, il fera que ils achèteront cette viande, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais de merde, quoi. Est-ce que des fois, tu te sens mal soutenue par le monde politique ou mal protégée? Je sais qu'il y en a qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Après, on n'a pas toujours des gens du terrain, et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, parce que tu vois, je posais la question à une députée que j'ai croisée pour une émission télé, d'ailleurs qui s'appelle Very Importante Paysan sur LCP, sur l'agriculture. Et elle expliquait que sur tout l'hémicycle, il y avait 10 députés qui étaient d'origine agricole. Et en fait, je lui ai posé la question, quelle est la part des députés qui savent vraiment ce qu'ils votent? Elle m'a répondu 10. C'est là où on voit le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on est gouverné par des gens qui pensent que ce qu'on fait, c'est mal, que si, etc. Alors qu'ils ne connaissent pas du tout notre métier et encore moins les contraintes qu'on a tous les jours. Ces gens-là, il faut les inviter à venir dans nos fermes, se rendre compte de ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et c'est là où je pense que ça peut être intéressant, c'est de leur faire voir qu'on ne fait pas n'importe quoi, ce qu'on fait, c'est réfléchi, et qu'on n'a aucun intérêt à faire du n'importe quoi, d'ailleurs. Clairement. Et il y a un autre gros sujet. Désolée, tu es la première éleveuse qui repasse sur le podcast avec tout cet actu. Mais c'est la dermatose nodulaire qui a frappé en Savoie pour démarrer. Donc en fait, c'est une maladie qui est contagieuse et où le ministère a décidé d'abattre les troupeaux dès qu'une vache était touchée pour éviter la propagation et en attendant la vaccination. Comment, en tant qu'éleveur, ça, on le vit, même si en Vendée, vous êtes éloigné des foyers pour l'instant? Alors, on est éloigné, oui, c'est vrai. Mais par contre, on y pense tous les jours, nous aussi. On est comme les copains. Ça nous fait peur parce que demain, si on te dit qu'on abat tout ton cheptel, tu perds tout ton travail. Nous, on est sélectionneurs. Donc, c'est des années et des années de boulot. Et on ne retrouvera pas la même chose, il faut être honnête. Les gars, quand ils vendent des vaches, ils vendent pas les meilleurs. Donc, non, mais voilà, il faut aussi être honnête. Oui, il y a des cheptels qui vont se démonter, mais c'est pas que ça. Et non, on a l'impression de vivre avec une épée Damoclès au-dessus de la tête en se disant demain, est-ce que ça sera à nous, quoi. Oui, et d'ailleurs, avec la dermatose, il y a aussi un fait, c'est que les salons n'ont plus de concours animaux et plus de vaches. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et là, à ta élevage, t'as pas de vaches, quoi. Il y a plus de place. Alors, je comprends la décision qui a été prise de ne pas emmener d'animaux parce que du coup, on était dans l'incertitude, savoir si on pouvait ou pas. Alors aujourd'hui, oui, on aurait pu avoir des animaux, mais il y a quelque temps, on ne pouvait pas. Donc, je comprends cette décision. Après, oui, les concours, c'est vrai que c'est aussi une vitrine, ça nous permet de communiquer sur notre métier avec le grand public et ça nous permet aussi, en tant qu'éleveur, de vendre des reproducteurs derrière, de faire connaître notre élevage sur les produits qu'on peut sortir. Et donc ça, c'est hyper important. Pour moi, là, par concours, voilà, il y a deux volets. Il y a le côté pro avec la vente de repro et puis le travail génétique qu'on peut faire. Et derrière aussi, ça peut aboutir sur des liens commerciaux avec les bouchères. Mais il y a aussi le côté grand public où là, c'est important de communiquer avec les gens sur pourquoi on travaille comme ça, comment, pourquoi, et ne pas avoir peur d'ouvrir nos fermes en fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve. Et puis qu'on en ait conscience, ça vous prend du temps d'investir, de faire les concours. Oui. Là, c'est pareil, il ne faut pas compter le temps. C'est du plaisir, c'est du plaisir. C'est du plaisir avant tout, ça c'est clair. Et il y a l'échange aussi avec les éleveurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur nos fermes toute l'année.
on est tout seul, grosso modo. Donc les concours, c'est aussi le moyen de se retrouver avec les copains, de passer des bons moments aussi et d'échanger sur nos techniques à la ferme. Parce qu'il faut dire qu'on parle beaucoup d'agriculture quand même. Oui. Mais voilà, c'est un moment qui est important de partage aussi. Et partage dans tous les sens du terme. T'as une vache de course préférée? Oh, j'en ai plusieurs, mais on va espérer que réponse soit prise pour le salon cette année. Pour Paris 2026. Je regarderai quand on va croiser les doigts. Vous avez votre concours à Paris ou c'est juste des présentations? Ouais. On a un petit concours qui a lieu le dernier vendredi du salon. Ok. Et tu es adepte des concours à Paris ou ça serait... parce que c'est dur d'y monter. Oui, c'est dur d'y monter. Après, Paris, ça va faire 5 ans que je ne l'ai pas fait. Mais moi, mon préféré, pour être honnête, c'est le sommet de l'élevage. Ouais, en même temps, là, c'est le cœur du réacteur de l'élevage à Clermont-Ferrand. C'est magique. Les défilés dans le Zénith, c'est quelque chose qui est énorme. Et puis, on a fait une fois champion là-bas. Et franchement, je crois que je m'en rappellerai toute la vie. Le Graal. Ah oui, complètement. Les étoiles dans les yeux. Est-ce que tu peux bien nous expliquer tout le travail sur la génétique que vous faites pour qu'on comprenne ce que tu expliques, que si ton troupeau il est abattu, c'est des années de travail qui partent en fumée? En fait, au point de vue de la reproduction du troupeau, le but c'est de travailler certains éléments. Donc nous, on aime beaucoup tout ce qui est viande, augmenter la musculature de l'animal. Ensuite, on aime travailler sans perdre du lait et la croissance des animaux. Donc en fait, on essaye de faire des accouplements entre les animaux pour améliorer toujours ses performances. Derrière, faire des bons animaux de boucherie, quoi, en fait, parce que l'os, ça se mange pas. Donc en fait, moins on d'os, mieux c'est, quoi. Donc voilà, on essaye de travailler toujours cette finesse, nous, dans la partenaise, qui est très importante à nos yeux, quoi. Tu sais, j'amène des apprenants en immersion à la ferme, des entreprises, et à chaque fois, ils sont éberlués de découvrir le catalogue, tu sais. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment un catalogue avec chaque taureau et ses qualités, avec une note sur chaque qualité. C'est ça, en fait, c'est son marché. C'est des index, en fait. Ça s'appelle des index, tous ces classements. Et ces index, ils font que on va pouvoir dire, là, il va être plus performant en lait, il va apporter du lait sur sa fille. Donc, du coup, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre. Même si on cherche toujours plus de viande, etc., plus de rendement, derrière, le lait, c'est ce qui va permettre la croissance du veau. Et donc, derrière, c'est ce qui va permettre d'avoir un animal qui est performant, quoi. Donc, il faut toujours arriver. Mais oui, c'est un catalogue et on choisit. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Mais oui, il y en a qui nous plaisent et qui nous plaisent pas. Hein. C'est un peu comme les mecs. C'est un peu le Tinder de la vache. Et tant qu'on est sur l'insémination, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, tu vois, d'ailleurs j'ai lancé le podcast à cause de ça, grâce à ça, parce que j'étais à Paris pendant 8 ans, moi, en start-up, et j'ai une collègue un jour, elle rentre, elle dit de toute façon, moi je ne boirai plus de lait. Je dis ah bon, pourquoi? Elle dit je suis allée en Normandie. Et elle me dit tu sais comment elles tombent enceintes les vaches? Et je dis oui, elles sont inséminées. Et voilà, elles sont violées par le vétérinaire. Et j'étais restée sur le cul sur les fesses, parce que moi j'ai toujours vu l'insémination chez mes grands-parents, donc ça paraissait complètement naturel. J'avais jamais vu le truc comme ça. Et je me suis dit, punaise, si elle qui est brillante, trop sympa, elle pense ça, oui, c'est dommage quand même. Mais non, c'est pas idéal. Et le cycle de la vache, c'est celui qui ressemble le plus aux femmes, c'est-à-dire que tous les 3 semaines à peu près, elles sont en chaleur. Et donc, on peut les inséminer à n'importe quel moment de l'année. Hein. Il suffit de suivre son cycle. Et puis après, soit on passe par de l'insémination artificielle, certes. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ont recours à la PMA. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Et après, on a aussi tout ce qui est monte naturelle, hein, ni plus ni moins, avec les taureaux sur l'exploitation, quoi. Et après, les veaux, t'en fais quoi? Alors, les veaux, nous, on les laisse grandir. Les femelles, on les garde pour les futures reproductrices. Et tout ce qui est mâle, on engraisse, on fait du taurillon lourd, on appelle ça. Donc, nous, on abat vers 18 mois à peu près, à 750 kilos. Elle bête déjà. Et derrière, en fait, ils sont principalement vendus, exportés, parce que c'est une viande qu'on consomme peu en France, c'est une viande qui est claire. Ils sont exportés donc en Grèce et en Italie principalement. Ok, vivants, ils partent. Non, ça part en carcasse. Ils sont abattus en France et ils partent en carcasse à l'étranger. Parce que voilà, c'est une viande qu'on ne consomme pas en France. Ok, pourquoi? Tu le sais parce que c'est une viande qui est rosée en fait. Nous, ce qu'on consomme en France, c'est de la viande rouge, vraiment, donc de la vache principalement.
Et le taurillon, c'est une viande qui est un peu plus rosée, c'est entre le veau et la vache, quoi. Pour en revenir à ces maladies, donc là c'est la DNC, mais avant c'était la MHE, il y a eu la FCO, enfin là c'est en train d'arriver en cascade. Est-ce que vous avez des moyens de vous protéger un peu de tout ça, ou tu as mis en place des actions chez toi pour... Alors nous, on a mis en place la vaccination FCO, mais il y a tellement de sérotypes, il faut choisir. Donc chez nous, dans notre région, on a plus de la 3 et de la 8, donc on a vacciné sur ça. La MHE, moi j'ai fait que mes mâles, parce qu'aujourd'hui la MHE chez nous on n'en entend plus parler, mais on a l'impression que tous les ans il y a des nouvelles maladies qui arrivent et on ne va pas pouvoir vacciner à tout non plus, parce qu'on ne peut pas faire que ça. Mais c'est un moyen de lutte qui est quand même relativement efficace. Moi j'ai des collègues, des voisins, les vaches étaient vides, les vaches n'étaient pas gestantes, donc ça veut dire que derrière il n'y a pas de rentabilité, parce qu'il n'y a pas de produit. Nous, elles se sont un petit peu décalées, mais au moins elles étaient pleines. Donc je pense que la vaccination nous aide aussi quand même à passer certains caps comme la FCO. Cette année, nous, on a été beaucoup impactés en Vendée sur la FCO avec beaucoup de problèmes de reproduction, des avortements, on a eu des vaches qui boitaient. C'est vrai que c'est important quand même de préserver aussi notre cheptel de demain, quoi. Oui, parce que... c'est un éleveur de brebis qui m'expliquait que c'est pas juste les vaches ou les brebis là, en l'occurrence qui ont la FCO qui en pâtissent, c'est que c'est sur lui, il estimait que c'était sur 2 ans, 3 ans qu'il allait avoir une perte de rentabilité de son troupeau, quoi. Ouais, moi je dirais que sur les bovins, on en tient pour 3 ans, quoi, en fait, parce que les veaux ne sont pas nés et ceux qui sont pas nés, on les tient pour 2 à 3 ans, le temps que le renouvellement se fasse. Et il faut espérer que l'année prochaine se passe bien. On croise les doigts. C'est ça. Et ça va m'amener à la minute économie du podcast, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans la filière bovine, c'est le prix de la viande actuellement qui est vraiment remonté en flèche. Tu peux nous expliquer à combien c'était avant, combien t'es payé maintenant? On va dire qu'il y a un peu plus d'1 an, on était sur du 6,50 € le kilo pour de la vache partenaise. Et aujourd'hui, on est plutôt sur du 8,30, 8,40. Donc c'est vrai que là, c'est top pour nous. Mais il ne faut pas oublier que les charges ont beaucoup monté aussi de l'autre côté. Oui, donc les énergies. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, c'est cool. Mais on n'a pas le choix en même temps, parce que sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Et quoi de mieux que si on peut vivre de notre métier, ça serait quand même normal. Ça me semble aussi. Et à quoi c'est lié cette hausse? Alors, je pense qu'il y a aussi moins d'animaux qu'il y avait. On voit bien, il y a l'effet papy boom qui est là en ce moment et puis qui arrive encore. Il y a un système de décapitalisation. Le métier d'éleveur, c'est un métier qui est compliqué. Et donc, du coup, ça nous demande aussi beaucoup d'énergie. Et je pense que aujourd'hui, les pays européens sont aussi plus chers que nous en France. Donc, je pense que ça fait fluctuer les cours à la hausse, quoi. Très bien. Et toi, aujourd'hui... ça te permet de vivre dignement de ton métier? C'était déjà le cas avant et là c'est du plus et ça vous permet d'amasser de la trésor sur l'exploitation? Comment De vivre mieux, oui. Après, pour le moment, je ne sais pas, j'ai pas fait mon bilan de l'année encore. Elle n'est pas finie. Mais bon, oui, je pense que ça sera même mieux. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il va falloir aussi payer des impôts et puis de la MSA. Coucou la MSA. Et oui, on est toujours rattrapé par la patrouille à un moment. C'est ça, mais on est tous pareils. Dès que ça va un peu mieux, ça remonte aussi de l'autre côté. Et en fait, c'est si haut qu'il y en a certains qui font de la vente directe aux consommateurs aujourd'hui, qui font en direct à la ferme, qui se font un peu, entre guillemets, je mets des gros guillemets, avoir, parce qu'en fait, eux, ils ne peuvent pas répercuter cette hausse à leurs clients actuels. Et donc, en ce moment, la vente directe, ça leur demande beaucoup de travail pour finalement être rémunérés autant ou un peu moins que ceux qui vendent en circulant, quoi. Alors oui, moi, étant concernée par la vente directe aussi, mais malheureusement, on répercute aussi la hausse, il n'y a pas le choix. Tout ce qui est emballage a aussi énormément monté, donc on est obligé de monter nos tarifs nous aussi. Et puis après, il faut espérer que les prix de la viande se maintiennent, c'est que positif. Mais voilà, je pense qu'on arrive aussi à un équilibre en se disant, on arrive aussi à quelque chose de positif pour tout le monde. Alors certes, oui, la viande, peut-être qu'il faudra en consommer moins, mais manger de la bonne. Et puis, voilà, il y a des fois où il va falloir mettre le prix, quoi, si on veut manger quelque chose de bon. Là, on sait que ça vient du producteur, c'est en direct. Donc, les prix sont quand même souvent, malgré tout, avantageux. Certes, ça fait un gros coup à l'achat parce que souvent, on est par colis, nous, en fait, en vente à la ferme. Donc, ça fait un gros coup. Mais quand vous l'avez dans le congèle, vous verrez qu'après, ça s'étale. Oui. C'est ça.
Tu fais quoi, des colis de 5 kilos, 10 kilos, c'est ça? Moi, je fais que des colis de 10 kilos en plus. Ah oui. Mais voilà. Faut avoir la place dans le congélateur quand on vient de voir. Ça prend qu'un petit tiroir, hein, ça le fait. Hein. Et tu les vends à combien? Alors, ça varie. Pour les tarifs 2026, je vais varier de 16 € à 18,20 € le kilo. Bon, mais très bien. Pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que de la réussite, hein, on va dire ça comme ça. Que nos troupeaux aillent bien, surtout que le sanitaire soit meilleur, parce que c'est vrai qu'on vit dans un stress permanent, alors que ce soit aussi bien en élevage bovin qu'en volaille. En ce moment, il y a la grippe aviaire. Donc voilà, il y a toujours un stress et on a un métier qui est stressant. Donc si on pouvait être un peu moins stressé, ce serait cool. D'être plus serein avec moins d'aléas qui arrivent dans tous les sens. Quoi. Les aléas internationaux, le Mercosur, les aléas sanitaires, les changements climatiques. C'est ça, on a tellement d'aléas dans notre métier et tellement de choses qui font que derrière, ça nous impacte, mais directement en fait. Et on n'y peut rien, c'est indépendant de notre volonté. Où c'est là, il y a des fois où on se dirait, si on pouvait souffler un petit peu, ça serait cool. Ouais, je comprends. Et écoute, j'ai 3 questions pour toi pour finir. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'être éleveuse de Partenaise? La passion de notre métier, je pense que ça, c'est quelque chose quand même qui est très important. La vie de famille qu'on a, en fait, on offre un cadre de vie à nos enfants, je pense, qui est aujourd'hui primordial. Moi, j'ai des enfants, j'ai pas de problème de tablette. Hein. Ils vivent au grand air, ils vivent avec nous à la ferme. Je pense que ça, c'est un cadre qu'on leur offre qui est important. Ouais, et puis ça leur apprend tellement de choses, la valeur du travail, la vie, la mort aussi, la place de l'animal par rapport à l'homme. Ça peut éviter de se poser beaucoup de questions en grandissant. Ça leur apporte une ouverture d'esprit aussi et être hyper débrouillard. Enfin, ça, je trouve ça génial. Et puis après, qu'est-ce qui me rend fière? De vivre de mon métier, ça serait génial. De vivre de notre passion, parce que sans passion, malheureusement, on ne fera pas d'élevage. Non, pas ce métier-là en tout cas, parce qu'il faut vraiment être passionné pour supporter tout ce qu'on a évoqué. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu as un truc pour nous pour étaler notre science la prochaine fois qu'on est un repas entre amis ou qu'on est dans la voiture sur la route Eh bien, c'est tout simplement manger de la vache. Il y en a plein en France. On a plus de 40 races différentes, donc tout est bon. Voilà. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, manger de la Partenaise, mais régalez-vous parce que toutes les races sont faites pour être la France est le pays qui a le plus grand patrimoine génétique mondial de races bovines. On a 47 races de vaches en France, c'est assez impressionnant. Oui, c'est une diversité et c'est une richesse en fait. Et il faut la préserver, cette richesse-là, parce que c'est des petits bijoux et il ne faut pas les oublier. Et même les petites races, parce que nous, la Partenaise, c'est une petite race hein, malgré tout. Mais voilà, c'est important de les travailler, ces races-là. C'est des races de qualité souvent. Oui, puis elles sont adaptées au territoire. Elles ont plus de résilience aussi face au changement climatique et tout ça, ces petites races. Très bien. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter pour commander tes produits, en savoir plus sur ton exploitation? Eh bien, je suis sur le réseau Facebook, donc GAEC la Gironnaise. Et puis après, vous pouvez nous retrouver aussi dans le réseau Bienvenue à la ferme. Génial. On mettra les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, on pourra te retrouver très facilement. Bon, merci beaucoup, Cathy. Merci pour beaucoup ce moment partagé à Tech Élevage. J'étais ravie. C'est Jordi que j'ai interviewé aussi. C'est pour ceux qui veulent retrouver Jordi sur le podcast l'année dernière. Donc, c'est lui qui m'a recommandé de te voir. Donc, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. À très plaisir vite. Partagé. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.